Bonjour, bon midi tout le monde. Merci de votre présence et merci pour l'invitation de vous parler d'un volet de ma programmation de recherche qui s'articule autour de la douleur vulvaire persistante chez les personnes qui ont été traitées pour un cancer du sein. Donc, on va regarder un peu là aujourd'hui différentes causes possibles pour cette douleur, puis vous présenter un petit volet là, d'intervention conservatrice de ma programmation. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de vous familiariser avec différentes pathophysiologies ou causes qui pourraient possiblement expliquer la douleur vulvaire chez les personnes traitées pour un cancer du sein, ainsi que différentes avenues thérapeutiques émergentes qui pourraient aider à améliorer cette expérience de la douleur. Donc, quelques statistiques pour commencer, parce qu'on pourrait se dire, ben, la douleur vulvaire chez des personnes traitées pour un cancer du sein, ça doit être assez niché comme problème. Mais d'abord, il faut se rappeler qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont touchées par le cancer du sein à chaque année. Comme c'est le cancer le plus fréquent à toucher les personnes de sexe féminin, c'est plus de 30 000 Canadiennes à chaque année qui reçoivent ce diagnostic. Donc, pas mal de monde. Au Québec, ce sont plus de 8 500 personnes par année. Et si on considère que le taux de survie est plus de 90%, bien, vous pouvez imaginer que c'est vraiment plusieurs personnes qui ont eu ou reçoivent toujours des traitements annuellement au Québec. Donc, notre premier réflexe, c'est sans doute de penser qu'il y a beaucoup de problèmes après des traitements de cancer du sein, probablement autour de l'épaule, dans la région du haut du corps, qui vont toucher ces personnes-là. Puis c'est pas faux, mais les problèmes gynécologiques sont probablement plus fréquents qu'on pourrait le croire. Il est même estimé qu'environ 2 personnes sur 3 rapporteraient un ou des symptômes gynécologiques après un traitement du cancer du sein. Donc, c'est pas mal de personnes finalement qui sont touchées par cette condition. On parle de problèmes de perte de lubrification, que c'est très sec là, dans la région vulvaire, que ça pique, que ça gratte, que c'est irrité, que c'est rouge, que ça fait mal, pendant ou en dehors des relations sexuelles. Donc, les impacts sur la fonction sexuelle sont pas surprenants, hein. Ça affecte même différents aspects spécifiques là, ou, euh, ou globaux là, du fonctionnement sexuel, mais les symptômes gynécologiques, ça affecte quand même tout le monde, pas seulement les personnes qui sont sexuellement actives. Un des symptômes qui semble le plus présent ou plus dérangeant semble être les problèmes de sécheresse vulvaire ou vaginale. Et quand on dit ça comme ça, là, la sécheresse vaginale, ça semble pas être grand-chose, mais ça peut être des sensations qui sont assez sévères, là. Ça peut amener à une sensation d'irritation très inconfortable, puis même constante, qui va limiter le choix de vêtements, qui va rendre la position assise parfois intolérable. Ça va restreindre certaines activités physiques, comme la marche, en raison de la sensation là, assez intolérable du frottement là, sur un tissu que l'on perçoit comme étant très à vif, là. Mais les impacts peuvent quand même aller au-delà de ça, là, au-delà de la sensation qui est vécue par la personne, parce que les symptômes gynécologiques sont même reconnus pour être parmi les facteurs qui limitent la tolérance et l'adhésion au traitement endocrinien là, du cancer. Donc, en gros, les personnes qui font expérience de symptômes gynécologiques plus sévères, eh bien, ce sont des personnes qui ont un plus grand risque de réduire ou d'abandonner leur hormonothérapie que celles qui en ont pas. Donc, c'est un impact quand même notable sur la prévention de la récurrence du cancer. Donc, pourquoi autant de symptômes gynécologiques comme la douleur vulvaire? Bien, il y a plusieurs raisons potentielles qui peuvent expliquer ceci. Donc, on va regarder quelques-unes ou les principales. La première vient du fait que le cancer du sein, bien, c'est un cancer qui est souvent hormonodépendant. Donc, près de 2 cancers du sein sur 3 vont dépendre des estrogènes pour leur croissance. Donc, les tumeurs possèdent des récepteurs hormonaux qui vont être stimulés par ces hormones.
L'hormonothérapie, c'est donc un traitement qui est vraiment très fréquent, là, qui va être prescrit pour bloquer la réponse aux hormones, pour diminuer la quantité d'hormones qui sont en circulation. Donc, c'est des traitements qui veulent soit freiner, ralentir la progression du cancer ou qui peuvent être prescrits pour prévenir le risque de récidive. Donc, il existe différents types d'hormonothérapie. Les plus fréquents là, vont être les deux premiers ici, soit ce qu'on mentionne les anti-estrogènes, puis aussi les inhibiteurs de l'aromatase, qui est une enzyme clé là, pour la synthèse, la production d'estrogènes. Évidemment, dans certains cas, on va aller plus loin. Là, on va même aller à l'ablation chirurgicale des ovaires. Donc, on va retirer les ovaires pour vraiment faire un gros shutdown finalement au niveau des hormones, mais le résultat est somme toute le même. Ça veut dire que les hormones de type estrogène en circulation deviennent quasi inexistants. Les tissus de la région vulvo-vaginale ont beaucoup de récepteurs pour l'estrogène. Donc, ils vont être grandement alimentés par ces hormones-là. Fait que ce qui arrive, c'est que quand ces hormones-là disparaissent, eh bien, toutes nos petites cellules dans ces tissus-là, ils ne reçoivent plus leur fuel habituel, hein. Ils commencent à manquer de gaz. Donc là, on va commencer à avoir des changements. Donc, surtout nos petites cellules de la couche superficielle, là, qui est une muqueuse, un peu comme l'intérieur de notre bouche, à l'intérieur de nos joues, c'est une muqueuse. Et cette couche-là, dans le fond, quand elle reçoit plus son essence principale, eh bien, tranquillement, elle s'amincit, elle devient plus friable. La pore vasculaire, hein, donc tous les vaisseaux sanguins, les petits vaisseaux sanguins qui les nourrissent, diminuent tranquillement. Les fibres musculaires vont devenir plus minces, elles deviennent plus fibreux, moins flexibles. Donc, il y a moins de mucus, moins de lubrification. Donc, tout devient moins pliable, puis moins confortable. Puis, quand on induit ces changements-là de façon brusque et immédiate, comme quand on commence un traitement médical, bien, les impacts sont reconnus pour être plus sévères que si les changements étaient survenus de manière plus naturelle, comme le processus plus progressif de la ménopause. Donc, juste vous imaginez la même chose si, tantôt je donnais l'exemple de la muqueuse de la bouche, bien, si, imaginez que l'intérieur de votre joue, de votre gencive, perd tout à coup toute sa lubrification, puis à quel point ça peut être inconfort d'avoir une telle sécheresse au niveau des muqueuses à chaque fois qu'on voudrait ouvrir la bouche, qu'on voudrait manger. On aurait cette muqueuse-là qui devient très mince, qui devient friable. Donc, chaque chose qui l'accroche, ça va érafler, ça va saigner facilement. Ça va être beaucoup plus raide, ça va tirer à chaque fois qu'on rit, qu'on sourit. Donc, vraiment, ça peut être franchement très inconfortable et douloureux. Donc, le traitement hormonal est certainement une première cause de la douleur vulvaire, là. La chimiothérapie va être un deuxième mécanisme là, qui peut expliquer la douleur vulvaire, puis elle va le faire de façon un peu semblable à l'hormonothérapie, puisque la chimio va supprimer l'activité des ovaires en perturbant la signalisation hormonale entre le cerveau et les ovaires. Les agents chimiothérapeutiques sont toxiques pour toutes les cellules de notre corps qui se divisent rapidement. Puis c'est pour ça qu'on va, par exemple, perdre nos cheveux, des choses comme ça. Et ça inclut finalement les cellules des ovaires. Donc, ça peut entraîner des dommages qui peuvent être permanents ou temporaires aux ovaires. Ce qui va, quand c'est permanent, finalement, ça mène à une ménopause qui est précoce ou de l'infertilité. Donc, la chimiothérapie va être plus susceptible d'endommager les ovaires chez des femmes qui vont déjà là, s'approcher naturellement de l'âge de la ménopause. Et chez ces personnes, les dommages vont être plus susceptibles d'être permanents. Et les dommages aux organes reproducteurs sont souvent liés au type d'agent chimiothérapeutiques administrés. Donc, certains types vont provoquer plus de dommages, mais ça va être aussi lié à la dose ou la durée du traitement. Donc, pour les cancers à un stade plus avancé où la chimio peut être durée parfois sous différents formats des années, bien, le risque que les ovaires soient endommagés est plus grand. Donc, les effets vont être vraiment très semblables à l'hormonothérapie puisque c'est vraiment le fait qu'on mène à une réduction importante des hormones estrogéniques en circulation. Mais il y a aussi un autre mécanisme par lequel la chimiothérapie pourrait affecter ou être une cause de la douleur vulvaire. Eh bien, c'est par les effets neurotoxiques de la chimiothérapie.
Donc, la chimio va avoir un impact ou des endommagements directs à l'ADN des cellules nerveuses ou encore va agir sur ces cellules nerveuses-là en affectant les axones. Donc, vraiment, elle va aller affecter elle va tout agir de manière à excusez-moi, la démyélination et la dégénération de ces axones-là. Donc, on vient briser comme la couche tout autour de l'axone qui le protège et qui favorise la transmission des informations par les nerfs. Donc, on va agir comme ça, mais sur les nerfs périphériques. Donc, pas notre colonne vertébrale, mais vraiment ces nerfs-là qui se rendent à nos mains, à nos pieds. Et ça, qu'est-ce que ça va faire comme sensation? Eh bien, ça peut amener différents symptômes comme des engourdissements, des sensations de brûlure, des picotements, de la douleur, des crampes, des faiblesses musculaires. Eh bien, il faut penser que la région vulvaire, elle est aussi innervée par plusieurs nerfs périphériques qui pourraient être touchés par ce phénomène. Donc, on a des petites données émergentes qui démontrent que ça pourrait être le cas, là. Notamment, on a une étude avec des modèles animaux qui ont vraiment illustré qu'avec certaines chimiothérapies, il y avait vraiment des réactions de recul importantes chez les animaux lorsqu'on allait toucher, là, par toucher léger dans la région là, des organes génitaux de ces animaux-là et que ces réponses-là étaient contrôlées lorsqu'on donnait un médicament qui protégeait là, la douleur d'origine neuropathique. Donc, on a quand même des données qui suggèrent que c'est un mécanisme qui est très probable dans cette population. Et enfin, le dernier mécanisme est lié à des changements musculaires dans la région. Donc, il y a certaines études qui ont utilisé des manomètres, qui est vraiment un outil où la pression des muscles, les muscles exercent une pression sur le manomètre pour démontrer leur force, par exemple. Et on a vu une certaine différence entre les personnes qui avaient été traitées pour un cancer du sein comparativement à des gens qui n'avaient pas eu ces traitements-là. Et ce qu'on a aussi observé, c'est que la capacité du muscle à relâcher de manière là, fluide après les contractions était aussi moins bonne. Donc, vraiment une différence marquée là, entre les personnes qui avaient été traitées pour le cancer du sein comparé à un groupe contrôle. Donc, ça, c'est des caractéristiques qui sont pertinentes de noter parce que c'est vraiment des volets ou des comportements musculaires qu'on voit beaucoup chez d'autres groupes qui ont été traités pour un cancer pas un cancer du sein, mais qui ont de la douleur vulvaire. Donc, on a plusieurs causes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options thérapeutiques en ce moment qui sont proposées aux personnes traitées pour un cancer du sein. Donc, en plus du fait que les différentes causes potentielles sont souvent méconnues, ben, personne ne les évalue concrètement ou tente de dépister ces causes-là potentielles. On assume vraiment que les changements d'hormones expliquent tout et puis on se décharge un peu de la responsabilité d'adresser ce problème-là parce qu'on n'ose pas jouer avec les hormones dans ce contexte-là. Mais aussi, on se décharge de la responsabilité parce qu'on ne sait pas quels différents spécialistes devraient prendre en charge ce problème-là. Donc, on voit beaucoup là, un jeu on se renvoie la balle d'un spécialiste à l'autre. L'oncologue, ben, lui, il se sent pas très outillé pour traiter des conditions gynécologiques, donc il réfère en gynéco, ce qui peut être très, très long. Et les gynécos, bien, eux, sont moins à l'aise de prescrire des traitements d'estrogène parce que, ben là, on ne sait pas trop c'est quoi les recommandations en cancer. Donc, finalement, ça peut tourner en rond pendant des mois et des mois et des mois. Et pendant ce temps-là, ben, les gens, ils souffrent. Donc, c'est quoi les options pour soulager les personnes qui souffrent de douleurs vulvaires dans un contexte de cancer du sein? Bien, en fait, le traitement de première intention à l'heure actuelle, c'est pour ceux qui ont des symptômes gynécologiques, c'est des traitements topiques non hormonaux comme les hydratants et les lubrifiants vaginaux. Les traitements non hormonaux ont démontré quand même des avantages significatifs pour soulager des symptômes gynécologiques comme la sécheresse vaginale, la douleur vulvaire, la douleur dans les relations sexuelles chez ces personnes. Il faut vraiment, pour que ça fonctionne bien, il faut les utiliser régulièrement. Par exemple, les hydratants vaginaux peuvent aider à maintenir l'hydratation, l'élasticité, la souplesse des tissus, mais si la douleur provient pas de ça ou si la douleur vient d'une neuropathie, par exemple, ou si elle provient en totalité ou en partie de dysfonction musculo-squelettique, bien, bon, les effets d'un hydratant vaginal, ça risque d'être limité. Puis c'est un peu ce qu'on voit là, dans la pratique clinique.
Donc, j'en profite pour vous parler d'une petite étude là, de preuve de concept qu'on a menée, qu'on a complétée dans la dernière année auprès de 20 participantes. C'est une étude qui était financée par le report. Et l'objectif principal était vraiment d'évaluer la faisabilité d'un programme, donc son acceptabilité, puis comment il pourrait répondre à des enjeux d'accès à la physiothérapie en santé pelvienne chez ce groupe de personnes. Donc, c'est un programme qui s'étendait sur 12 semaines, qui combinait une rencontre en petits groupes à chaque semaine pour discuter d'un sujet spécifique à la santé pelvienne, que ce soit pour informer, prévenir ou aider l'autogestion de ces symptômes. C'était des rencontres qui se déroulaient en mode virtuel sur Zoom et qui étaient menées par une physiothérapeute avec expertise en rééducation périnéale. Chaque participante recevait également un suivi individualisé avec cette physiothérapeute. Donc, ça avait la forme d'une rencontre individuelle à toutes les 2 semaines, qui était également en ligne. On a aussi développé une série de ressources toujours en ligne avec des infographies, des vidéos, des résumés audio ou écrits ou schématisés. Et ces ressources-là avaient été développées à partir de soit résultats de nos études antérieures où on avait fait des groupes de discussion pour vraiment aller voir qu'est-ce que les gens veulent savoir, qu'est-ce qu'ils aimeraient recevoir comme information. Puis, ils ont été également développés en étroite collaboration avec nos patients partenaires. Les participants formaient un groupe hétérogène de personnes qui avaient été traitées pour soit un cancer du sein ou un cancer gynécologique et qui présentaient une diversité là, en termes de symptômes urogynécaux. Puis, l'étude était menée sur 2 sites, donc on avait Québec, on avait Edmonton, ce qui nous a permis d'offrir le programme dans les 2 langues officielles. Et notre but, c'était vraiment d'explorer si le format du programme pouvait convenir à différents types de personnes ou différents types de problématiques. Donc, on avait un groupe de participantes qui a été quand même bien distribué sur nos 2 sites avec 10 participantes par site, par langue, avec une belle diversité en matière d'âge, de type de cancer ou de statut en matière de traitement du cancer. Et bien, dans le fond, comme vous l'avez probablement constaté, le programme, ça ne visait pas à tester l'efficacité là, du programme, c'était vraiment pour améliorer les symptômes. Mais bon, comme on s'intéresse aujourd'hui à la douleur vulvaire, c'est quand même intéressant là, de peut-être regarder les données rapidement. Ce qu'on voit au niveau des symptômes urinaires, là, c'est qu'au niveau de la fréquence, au niveau des difficultés à vider la vessie, on n'avait pas des problèmes très, très fréquents ou élevés dans notre groupe. On avait quand même des problèmes de fuite urinaire. Ce qu'on voit ici en bleu, là, c'est qu'on voit que la médiane semblait présenter une tendance à la baisse. Donc, on semble se dire que ben, ce type de programme-là, ça peut être intéressant d'aller explorer son efficacité pour ce type de problème-là. Pour ce qui est de la douleur vulvaire, puis dans le fond, on avait 15 personnes quand même sur nos 20 qui rapportaient des problématiques de douleur vulvaire, donc une bonne majorité. Puis on avait une petite échelle là, sur 4 points, donc c'est peut-être difficile de voir une tendance quelconque dans ces données-là, mais je vais revenir sur la prochaine diapositive. Puis peut-être dernier point qui est intéressant, c'est au niveau de l'auto-efficacité, donc la perception des participantes sur leur capacité de gérer elles-mêmes leurs symptômes était de 31 au départ et puis dans le fond, la médiane était de 46 à la fin. Donc quand même, ça semblait tendre à la hausse, donc assez intéressant. Mais quand on regarde nos données liées à la douleur, mais une chose qu'on remarque en fait qui transparaît peut-être pas directement dans nos sous-échelles du questionnaire VIPAC, bien c'est il y avait 15 personnes qui avaient de la douleur vulvaire au début du programme contre seulement 12 à la fin du programme. Donc 3 personnes qui se déclaraient avec plus aucune douleur vulvaire à la fin du programme. Mais encore, parmi ces 15-là, eh bien, il y en avait 10 qui nous disaient éviter les relations sexuelles à cause de leur douleur en début de traitement. Et il y en avait seulement 3 à la fin du programme. Donc, encore une fois, on n'est pas du tout à l'étape de dire si le programme est efficace pour améliorer la douleur vulvaire, mais ces données soulignent qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant avec ce programme-là qui soutient finalement la poursuite de ces travaux-là là, pour en mesurer réellement les effets. Donc, l'étude de GIVE visait vraiment à améliorer l'accès aux soins spécialisés en santé pelvienne pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein et gynécologique qui avaient des dysfonctions urogénitales. Et vu que c'est des problématiques dont la prévalence est assez élevée, bien dans le fond, on pense que c'est une solution qui permettrait vraiment de favoriser l'accès à des ressources là, qui leur permettraient de mieux gérer leurs symptômes.
Donc, ben, dans le fond, ça complète ma présentation pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous les membres de mon équipe, les co-chercheurs qui m'ont soutenu dans ces travaux, mes patientes et cliniciens partenaires qui m'ont partagé leur expertise de leur vécu et de leur profession. Les cliniciennes qui ont partagé généreusement leur expertise pour donner les interventions du projet GIVE et tous les autres collaborateurs, institutions et organismes subventionnaires. Merci beaucoup.